qu'on peut passer à notre troisième joueur du jour. Sera-t-il l'homme qui va virer notre deuxième joueur du jour de OKC? Peut-être, on verra. C'est Alex Caruso, notre troisième joueur du jour. Je te fais le topo. 29 minutes par match pour Caruso, 71 matchs, 106 de true shooting plus, donc plus 6% au niveau de l'efficacité au scoring individuel, plus 6% relatif à la moyenne, c'est très très bien. Sur 15% d'usage, évidemment un volume assez modeste, puisque c'est pas son rôle non plus. Mais c'est vrai que pour te lancer, on est sur une grande saison d'un Alex Caruso, malgré un collectif pas top, dirons-nous. Ouais, bah c'est ça en fait, il fait une excellente saison dans plein de domaines. Défensivement, sincèrement, il était dans la conversation, on va dire top 5 Deepoy, quoi. Donc pour moi c'était vraiment le seul guard qui sortait un peu de ce côté-là, ou alors j'en oublie un qui il me pardonnera, mais défensivement il est incroyable, et je trouve qu'offensivement il est vraiment dans ce qu'il sait faire, il est excellent, tu vois, genre c'est un très bon shooter. Là pour le coup son shoot il est hyper rapide, il est solide, il a la même réussite, mais j'ai beaucoup plus confiance dans son shoot que dans celui de Lou Dort. Alors il perd pas mal de ballons, mais c'est parce que voilà, on en revient sur le contexte. Je pense que vraiment Chicago c'est tellement le bazar qu'ils lui ont demandé de faire des trucs, mais enfin j'ai vu des pick and roll où c'est Alex Caruso qui commence à diriger tout le terrain, et je dis pas qu'il en est pas capable, je dis qu'il est pas capable de le faire de manière efficace, et que c'est pas forcément ce que tu devrais lui demander. C'est un joueur qui est bien plus intéressant off-ball que on-ball pour moi. Et là, du coup, on en revient sur le fait que tu l'optimises peut-être pas autant que tu devrais le faire. Parce que si tu le fais jouer justement un peu off-ball en termes de cut, en termes juste de catch and shoot, etc., il va être vraiment ultra intéressant dans ton collectif. Et ouais, moi, franchement, c'est un joueur que j'adore. Et cette saison, il est vraiment ultra impressionnant dans ce qu'il a pu faire. Efficace au shoot en plus, donc top. Le truc, c'est que, bon, après, tu me diras, il est tellement élite que, bon, il est un peu dans les esprits, on sait qu'il est bon, quoi. Mais je veux dire, c'est le genre de joueur qui ne fit pas du tout dans ce genre d'équipe, en un sens. Parce que c'est un peu, ouais. Je sais pas, tu fais analogie à la con, c'est genre, t'as une voiture intérieur cuir, intérieur cuir, c'est Caruso, mais tu le fous dans une Renault 9, quoi. Bon, c'est cool, mais ça sert à quoi, d'avoir un tel role player dans une équipe qui n'est pas compétitive. Donc, n'a pas forcément à ce point un moteur d'attaque qui est génial, etc. C'est presque un peu gâché, quoi, tu vois, parce que c'est le genre de role player qui peut être génialissime et te faire d'une équipe excellente, une équipe d'ultra élite, quoi, grosso modo. Ouais. Et là, t'as un peu ce truc de presque un peu sous-utilisé dans une équipe qui est juste bonne, quoi, et qui aurait peut-être d'abord en priorité besoin d'autres éléments que le top 3&D de NBA. Mais oui, en plus, tu vois, l'an dernier, lui non plus n'était pas dans le classement à l'époque, et je suis content de voir qu'il fait une grande saison cette année. Parce qu'il a eu des problèmes de blessure aussi, hein, déjà en 2022 un peu, et en 2023, je sais pas si tu te souviens, mais il était que à 23 minutes par match, à peine, 23 minutes par match à peine l'an dernier, et donc de facto on l'avait pas mis dans le classement parce qu'on se disait ok, c'est génial sur ces minutes qu'il joue, mais pourquoi est-ce qu'il joue aussi peu, quoi? C'est un peu étonnant, surtout que c'est un top défenseur dans un schéma, des schémas de Billy Donovan qui est plutôt un coach défensif, donc pourquoi ça colle pas? Est-ce que c'est parce que l'attaque est à ce point pas viable, etc. Donc en un sens, ça me fait aussi plaisir de le voir un peu rebondir totalement et retrouver un peu ce statut, ce gros minutage, et donc ce statut de c'est l'élite de l'élite des 3&D, quoi, finalement. Et tout ce qui était un peu inquiétude offensive, d'ailleurs, se sont un peu effacés, notamment avec le shoot. Alors, faudra voir sur la longueur si ça se confirme, mais ce qui avait toujours été un peu sa faiblesse, c'était le shoot. Là, il nous sort une saison à 41% à 3 points sur 5 tentatives par match. Peut-être un peu surchauffe, mais en tout cas, c'est bien de le voir notamment être efficace, mais surtout doubler son volume à 3 points. Donc ça veut dire quand même que même si l'efficacité est un peu en surchauffe, le fait qu'il en tente autant, c'est quand même un marqueur qu'il s'est amélioré au shoot, à mon avis. Et ce qui fait que c'est aussi sa première saison où il est vraiment efficace, quoi. Et moi, j'ai dit plus 6% d'efficacité relative à la moyenne. C'est quand même génial. Donc en fait, on a un mec qui, à part la création offensive, comme tu disais, il est quand même génial un peu partout. Ouais, voilà, c'est ça. Il a pas mal de turnover, mais enfin, je suis allé checker sur ce que Basketball Référence considère comme les bad passes. C'est là où il a la grande majorité de ses turnovers, mais aussi parce que c'est compliqué de gérer le jeu à Chicago. Et en fait, tout à l'heure, tu as parlé de sous-utilisation. C'est sous-utilisation dans son rôle et dans ce qu'il devrait faire. Mais de l'autre côté, je trouve il a une surutilisation dans ce qu'il ne devrait pas faire. Et je veux dire, c'est pas un mec à qui tu donnes la balle pour, comme je t'ai dit tout à l'heure, lancer des pick and roll, parce que forcément il va en perdre des ballons comme ça, et parce qu'il a pas non plus la créativité d'un Luka Doncic, sinon ce serait un joueur beaucoup plus intéressant que ça. Mais bien plus efficace au shoot, même s'il a perdu en efficacité au cercle,
Je pense que c'est parce qu'on lui demande des choses un peu différentes. Mais même sur des tirs à 3 points qui sont pas dans les corners, ce qui logiquement devrait être un peu son style de tir, ceux qui sont considérés comme non corner, il est aussi à plus de 40%. Donc c'est ça qui est fou. Alors que des fois il prend des tirs après plusieurs dribbles. Tu vois, c'est même pas juste du catch and shoot. Il va poser 3, 4, 5 dribbles et il va prendre le tir en pull-up un peu. Et pourtant il a gardé son efficacité, enfin il a même augmenté son efficacité. Donc en espérant que ça tienne l'année prochaine, mais ouais, parce que là pour le coup, s'il arrive à avoir ce niveau-là de réussite et de défense, ici il va jouer 30 minutes. Ça va être hyper intéressant dans ce système de jeu-là. Et pourquoi pas justement rendre un peu Lou Dort moins indispensable sur cette ouais. C'est ce que j'avais dans ma tête, quoi. Il va probablement lui piquer quelques minutes. Bah ouais, et puis il y a peut-être en plus cet aspect où Lou Dort est un peu un des seuls gros contrats de taille moyenne qu'on n'a pas envie d'échanger, parce que voilà, SGA aussi il a un gros contrat, mais t'as pas envie d'échanger évidemment. Mais Lou Dort, ouais, ça peut être une pièce utilisée en trade, et peut-être que l'arrivée de Caruso va faire ça. Surtout que tu vois, on parle du tir, mais il n'y a pas que ça, pour le coup. Je trouve qu'aussi en termes de passing, en fait, c'est un excellent connecteur, comme on dit, fluidificateur de jeu. Donc ça, c'est aussi un aspect qui fait du bien à l'attaque, même si ça se voit pas forcément. Ça va pas être de la création pure, c'est pas des pick and roll, c'est pas du driving kick, mais c'est arriver à fluidifier le jeu, amplifier les décalages, le mouvement off-ball, tout ce qui est cut, évidemment. Et d'ailleurs, pas que les cuts au panier, tu vois. Je trouve que c'est aussi un mec qui a plutôt de très bons déplacements à 3 points. Là où Lou Dort c'est plutôt les pieds dans le béton et j'attends dans le corner, ou alors j'attends à 3 points, mais voilà. Caruso, il y a tout ce qui est je suis dans le corner et puis je remonte sur l'aile, ou ce genre de petit mouvement un peu subtil qui est pas mal, quoi, en termes de lecture de jeu, QI basket. Donc on a ça, plus ce passing un peu de fluidification du jeu. Le problème, c'est les turnovers. Il y a quand même beaucoup de pertes de balles, mais parce qu'il y a une certaine prise de risque aussi dans ces passes extra pas assez hautes parfois. Bon, il y a un peu de flair, un peu trop de créativité, un peu trop de prise de risque, justement, mais à la limite, c'est un peu gadget, ça. Mais par contre, il y a un côté défense d'élite, évidemment, quoi. Et ce que lui n'a pas, lui, c'est l'inverse. Lui, ce que lui n'a pas en puissance et en côté, je peux défendre des très, très gros puissants, quoique parfois il le fait, hein. Parfois il est placé sur Giannis, parfois il est placé sur Durant ou des mecs comme ça. Mais en fait, il arrive à performer face à des mecs plus grands parce que c'est la peste défensive, en fait. Tu vois, j'ai revu pas mal de ces actions là. J'ai fait un podcast sur OKC il y a pas longtemps. Tu regardes défensivement, le mec il défend des Kevin Durant, il défend des Giannis, il défend des mecs comme ça. Et comment est-ce qu'il fait pour les empêcher de tirer? Enfin, comment est-ce qu'il les défend? C'est pas j'arrive à contester le tir d'un Durant qui est beaucoup plus haut. C'est je l'empêche de tirer, quoi. Je suis dans son espace, je suis la peste défensive. Et Durant, il lui a fait 3-4 fois sur un même match. Durant, il essaie de monter la balle pour partir en jump shot et shooter par-dessus lui, quoi. Il peut pas parce qu'il y a Caruso avec ses mains qui est en train qui contre la balle avant qu'il puisse la monter, quoi. Donc là-dessus, c'est aussi un élément navigation d'écran fabuleuse, défense on-ball fabuleuse et le playmaking défensif. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il est élite dans plusieurs domaines défensifs. Enfin, sa compréhension du jeu, et c'est aussi pour ça que son pourcentage de style, il est aussi important, c'est que il arrive très bien à lire ce qui va se passer. Et ça, c'est une force folle pour un défenseur de comprendre et d'anticiper un peu. Jimmy Butler, il fait ça aussi très bien à Miami. Tu comprends vers où la balle va aller avant qu'elle parte. Et là, forcément, tu as toujours un temps d'avance sur l'attaque, et c'est aussi pour ça qu'il est si élite dans cette catégorie-là, quoi. Donc, ouais, vraiment super joueur, hein. Enfin, quand on se rappelle à l'époque quand il était aux Lakers, c'est que il voulait pas le payer, il me semble. Tu te dis, c'est vraiment con, hein, parce que pour le coup là, il serait parfait là-bas. Donc, lui et KCP, c'est un peu la même histoire, hein, pour le coup. Mais, tiens, bref, justement. ne reouvrons pas. Oui, transition parfaite. Voilà, transition parfaite. Vers le classement, je devine à cette intonation que tu comptais le mettre pas loin de KCP alors. Bah ouais, parce qu'en fait. Enfin, limite, je le mets devant parce que il fait plein de choses un peu comme KCP, mais de manière élite, au moins aussi fort. KCP, j'étais un chouïa déçu cette année. Parce que... Enfin, avant, ça avait été le Factor X de Denver lors de l'année du titre, mais vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment parfaitement tout ce que t'attends d'un 3&D. Bah là, je trouve que le meilleur 3&D, c'est Caruso qui est venu le récupérer. Alors, encore une fois, moi que j'oublie un nom là, qui me choque pas. Mais ouais, moi je peux pas le mettre derrière KCP, et pour moi il est dans ces catégories-là, tu vois, par rapport à Aaron Gordon, un peu dans le style de je vais défendre dur et je vais faire ce qu'on me demande de faire. Pour moi, Caruso, c'est exactement ça, quoi. Donc quand tu l'utilises correctement, c'est top. Donc autour de la 28e place, on a du Michael Porter, Jaden McDaniels, KCP, un peu ce groupe-là. J'avais un autre point de repère, moi.
qui était Derek White, mais sauf que Derek White cette année. J'étais sûr, j'étais sûr. Ouais, mais sauf qu'il est créateur cette année, Derek White, tu vois. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai pas mis aussi haut. Je suis d'accord. Donc ouais, c'est vrai que ça me va, mais je pense qu'il est un peu entre les deux finalement, tu vois. Il est un peu entre McDaniels, KCP qui sont sympas, mais pas à ce point. Alors McDaniels très très sympa en défense, mais pas autant en attaque. KCP peut-être un peu meilleur en attaque que McDaniels, mais aussi moins transcendant en défense parce que c'est pas le même profil physico-athlétique aussi. J'ai presque envie de le mettre au-dessus de ce groupe-là finalement. Bah tu vois, c'est pour ça que je disais Aaron Gordon, parce que oui, finalement Gordon est un peu stylé au milieu entre White et KCP. Donc ça ferait un Caruso au-dessus de Sengun, Wagner, Scotty Barnes alors. Bah de base j'avais Sengun devant, tu sais, dans mon classement que je t'ai dit. Mais moi j'ai aucun problème à mettre ça parce qu'effectivement Caruso fait peut-être moins de choses mais il est bien plus élite dans ce qu'il fait. Je réfléchis, est-ce que par rapport à des créateurs type Wagner ou Sengun, est-ce que ça fait pas trop? Je suis tenté de le faire, mais ou alors tu veux qu'on descende Gordon et qu'on colle les deux? On peut, hein. Enfin, ça changera pas grand-chose, mais on peut monter un peu Franz échanger Franz et Gordon, quoi, tu vois. Donc, attends, si on fait un truc du genre, on met Gordon, on descend un peu Gordon, on colle Caruso, et derrière Michael Porter Jr., McDaniels et KCP, un truc comme ça. Ça pourrait aller ou pas? Ouais, ça me va. Ça va. En plus, le fait que tu montes... ouais. Plus le fait que tu montes Franz Wagner... quelqu'un qui va être content. Ça remonte un peu Franz Wagner, ouais. Ok, bah faisons un truc comme ça, alors autour de la 24e, 25e place. Caruso entre Gordon et Michael Porter Jr. entre les deux de Denver Nuggets. Ok, ouais, bah ça me va très bien, super. Faisons ça, et donc, petit quiz pour finir. Qui est sur le terrain en ce 3 janvier 2024 oh là là, 3 janvier 2024, c'est un contre par derrière sur Jalen Brunson, sur pick and roll, il a pas vu venir. Un contre magnifique de Caruso. Qui est sur le terrain? Es-tu capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action, ce contre de Caruso sur Brunson? Caruso, du coup, déjà, est-ce que DeRozan était là? Oui, tout à fait. Est-ce que Lavine était encore là? Non, Lavine, c'était sa période je boude et je fais semblant que j'ai une blessure à la cheville. Ok, d'accord, ouais, je savais plus trop quand c'était, je sais que ça a duré trop longtemps. Est-ce que Vucevic est là? Non, Vucevic n'est pas là. Donc est-ce que c'est Drummond, du coup? Non, c'est pas Drummond non plus, c'est... Est-ce que c'est l'autre... Je pense pas, mais est-ce que c'est l'autre sur lequel tu rigoles toujours avec Azad? Lequel? Je vois pas ce dont tu parles. Comment il s'appelle celui-là qui a un prénom hyper drôle là? Ah non, On Your Lap B-Team. Oui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Je sais plus quand est-ce qu'il a joué lui cette année. Non, okay, non, alors pour te dire, alors, j'ai pas le pivot, est-ce que t'as vu Friday Night Lights ou pas? Il y a très longtemps, mais oui. C'est son fils, voilà. C'est le fils du coach. C'est le fils de coach Taylor. Est-ce que tu repères un Taylor? Il est compliqué celui-là. Un Taylor à Chicago? Non, c'était Terry Taylor. Terry Taylor qui est sur le terrain. Non, j'aurais pas trouvé. Est-ce qu'il y avait Patrick Williams? Il te manque un mec qui était la superstar des Lakers dans les années 2000. La superstar des Lakers? Une légende des Lakers. Ouais, mais alors c'est pas Kobe Bryant, mais alors... c'est Kobe Bryant, mais pas Kobe Bryant. Presque. Kobe White? Exactement, Kobe White. Ouais, ah, mais je pensais que je l'avais déjà dit, pardon. Non, mais je l'avais dans la tête, mais je pensais que j'avais déjà dit. Kobe White, DeRozan, Caruso, Terry Taylor. Et est-ce que Dosunmu? Exactement, Ayo Dosunmu. J'aime bien, c'est un vrai bon joueur, franchement. Oui, tout à fait. En plus, c'est un nom assez cool, on peut faire des jeux de mots aussi avec Ayo. Ouais, c'est clair. Ouais. Côté Knicks, alors, je rappelle, on est le 3 janvier. Est-ce que t'es deck que j'ai pas dit Torrey Craig ou pas? Non, ça va pas. Côté Knicks, donc il y a Brunson, 3 janvier, alors je sais plus, les blessures, je me perds à chaque fois dans le temps. Est-ce que Randall était là? Il est sur le terrain, oui, tout à fait. Ok, est-ce qu'il y a... Mitch Robinson, je sais plus quand est-ce qu'il se blesse. Est-ce qu'il était là? Non, pas Mitchell Robinson. Est-ce qu'il y a Hartenstein, du coup? Tout à fait. Il y en a un, en défense, il te promet l'enfer. L'enfer? L'enfer de... Non, j'ai pas la blague. C'est l'enfer de Dante. Dante DiVincenzo, voilà. Mais c'est lui que j'avais, mais je trouvais plus le nom. Tout à fait. Dante DiVincenzo, et donc il me manque l'ailier dans l'idée. C'était... c'est quoi la date, rappelle-moi? C'était Barrett alors? Et non, le trade s'est fait le 3 janvier. Le trade s'est fait. Ah, je me rappelle plus quand c'était. Il a été changé contre un original gangster. Oui, je vois très bien, mais putain, les noms, j'ai vraiment du mal. Pourtant, c'est mon taf, hein, mais... Original gangster. Qu'est-ce que c'est le raccourci à chaque fois?
Ah non, mais là tu me perds. C'est OG. OG Aninobi, c'est ça. Et OG Aninobi, évidemment. Ah oui, Original Gangster. En plus, j'ai pas pensé oui. au Alors, podcast de Udonis Aslem, oh la honte. Je suis déçu que t'aies pas cette référence, mais je suis encore plus déçu que t'aies pas eu l'enfer de Dante. Ouais. De Dante. Mais tu vois, j'ai les joueurs, je les vois, mais je trouve plus leur nom. Est-ce que les indices te perdent pas plus qu'autre chose au final? Ouais, si, des fois, parce que du coup, je réfléchis dans une autre direction, mais mais c'est pas grave, j'aime bien les jeux de mots, donc ça passe. C'est pas grave. Tout le monde ne fonctionne pas comme moi, et en même temps, heureusement d'ailleurs,